Bienvenue sur notre webinaire 410 Gone en partenariat avec Probance, représenté par Alexandre. On va parler aujourd'hui d'IA, d'émotion, le timing, pour tout ce qui est autour du marketing automation pour aller optimiser la rentabilité de vos sites e-commerce. Petite présentation rapide. Donc moi c'est Ludovic, je suis le Head of Acquisition et CRO chez 410 Gone. Donc j'ai une expérience de 15 ans dans le e-commerce et l'acquisition au global. Je suis également formateur sur du Google Ads, sur du GA4, plusieurs certifs Google. Alors moi, j'ai une appétence aussi pour le marketing automation depuis plusieurs années. J'ai commencé avec Brevo puisque je connaissais pas les autres solutions. Je monte des tunnels aussi d'acquisition, des sales funnels. Et récemment, j'ai passé ma certification plutôt CRO avec Caméléon, parce que c'est le CRO vraiment l'expérimentation et les A/B tests sont vraiment aussi game changer pour aller chercher des points de conversion. Avec nous, il y a Alexandre. Si Alexandre, je te laisse la main si tu veux te présenter. Ouais, merci beaucoup Ludo. Bonjour à tous les participants. Donc, enchanté de faire virtuellement votre connaissance à tous. Donc, je travaille effectivement, comme l'a très bien dit Ludovic, chez Probance depuis 6 ans. Moi, j'ai un rôle un petit peu plus commercial chez Probance et gestion de projet. Donc, en 6 ans, j'ai accompagné plus d'une centaine de e-commerçants dans leur transition vers le marketing automation ou du marketing automation qu'on va appeler basique. Alors, on regardera un petit peu ce qu'est le marketing automation V1 et le marketing automation plutôt moderne. On va beaucoup parler d'IA. Donc, dans leur transition vers des campagnes plus automatiques, plus intelligentes aussi. Voilà, donc je suis chez Provence à la tête d'une petite équipe de 4 personnes. L'entreprise est bien plus grosse que ça, mais ma petite BU de 4 personnes chez Provence. Et donc, on est chargé à la fois d'aller gérer les projets qui tombent. Donc, je vous disais beaucoup d'e-commerçants, je pense sans doute comme beaucoup de spectateurs qui sont là aujourd'hui, pour aller les accompagner sur une partie audit aussi de leur campagne, ce qui marche pas, leur partager des idées. Alors, je vous partagerai pas mal d'idées de bonnes pratiques de ce qui marche aujourd'hui, de ce qu'on a l'habitude et comment on a l'habitude de gérer les projets, notamment rentrer dans le détail de quelles sont les campagnes automation qui marchent, au-delà de la simple relance panier que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Et après, de comment faire en sorte que toutes ces campagnes automation soient beaucoup plus personnalisées et forcément plus performantes derrière. Yes. Ok, bah parfait. D'ailleurs, toi, c'est vrai que tu fais partie de la sales team, mais voilà, c'est vrai que tu accompagnes aussi, tu as un peu l'aspect tech, qui va Absolument. justifier un petit peu les slides qui vont suivre. Ok, top. Eh ben, je propose qu'on démarre. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui sur le marketing automation? Alors, c'est un sujet, je pense que beaucoup connaissent aussi depuis plusieurs années, mais on sent que c'est de plus en plus important et crucial, même je dirais, dans des stratégies d'acquisition. Donc, c'est-à-dire penser au marketing automation le plus haut possible dans votre stratégie. Euh, Pourquoi ce défi? Parce que on s'aperçoit que tous les coûts sont à la hausse. Les CPC, les CPM, voilà, sur toutes les plateformes confondues, hein, que ce soit du Google Ads, du Meta Ads et même ailleurs. On voit même sur Microsoft Ads, hein, qui était toujours un peu délaissé, mais on voit que même sur ces régies, les CPC commencent à exploser. Donc on voit, voilà, ça a augmenté de 45% en 3 ans. Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, ça rend l'acquisition de nouveaux clients de plus en plus chère. Donc, il faut trouver aussi d'autres leviers pour nous aider dans l'acquisition de clients, mais surtout dans la rentabilité qu'on va aller chercher. On a aussi une concurrence accrue. Le digital, la porte d'entrée est de plus en plus facile, entre guillemets, de lancer un e-commerce, de vouloir lancer un nouveau business. Alors, le maintenir, c'est une autre histoire, mais en tout cas, le lancer, il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent se lancer sur le e-commerce aujourd'hui, sur des niches, sur du général, etc. Plus de concurrence, ça fait quand même moins de place pour les régies publicitaires, pour les espaces. Donc, du coup, ça augmente aussi la difficulté à avoir de la visibilité. On a aussi un point de friction qui va être la restriction de données. Donc, toutes ces nouvelles réglementations au fur et à mesure des années sur la confidentialité, la disparition des cookies tiers, etc. Eh ben, ça nous limite dans le ciblage précis des audiences. Du coup, on va cibler un peu plus large qu'on avait l'habitude il y a quelques années, et ce qui va faire un effet justement d'augmenter un petit peu cette difficulté, ou en tout cas le prix d'acquérir un nouveau client. Donc, dans ce contexte, se concentrer uniquement sur l'acquisition sans stratégie de rétention est devenu économiquement insoutenable pour la plupart des entreprises.
Chez 410, Alex, tu nous diras, mais on est souvent confronté à ce problème, à cette problématique, où on a des acteurs qui étaient là depuis plusieurs années, qui avaient des habitudes de stratégie d'acquisition et de conversion sur le web, et qui se retrouvent aujourd'hui à avoir de la difficulté, mais sans changer leur stratégie. Et ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Il faut prendre en considération le virage digital aujourd'hui et justement en tirer parti. Et là, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà entendu la notion de LTV, qui veut dire Lifetime Value, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en tête dans votre stratégie qu'il va falloir travailler sur du long terme avec un nouveau client pour qu'il soit fidèle à votre marque, qu'il recommande chez vous pour pouvoir être le plus rentable sur ce client-là. Donc, acquérir un nouveau client coûte 5 à 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant. D'accord? Il y a vraiment cette notion fidélisation d'un client existant dans ma base et quelqu'un qui ne me connaît pas encore, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore acheté chez moi, il n'a pas eu l'expérience chez moi, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Le coût d'acquisition moyen d'un client a augmenté de 60% depuis 2020. 2020, c'est pas loin, d'accord? Ça va très vite. La première vente est rarement rentable. Elle ne couvre généralement que 40-60% de votre coût d'acquisition client. Il faut vraiment enregistrer, intégrer le fait que votre stratégie d'acquisition client va être un coût. Ça ne va pas forcément être un KPI de rentabilité tout de suite. Les clients fidèles dépensent en moyenne 67% de plus que les nouveaux clients. Donc ça, pareil, une vraie notion de rétention et de fidélisation. C'est hyper important. Et en plus, c'est vraiment game changer pour votre business si vous intégrez des stratégies dès le départ. Une augmentation de 5% du taux de rétention peut accroître les profits de 25% à 95% dans certains des cas. Donc on voit vraiment la puissance de la stratégie de la LTV. Il faut travailler votre équation entre le CAC et la LTV. Donc 80% des entreprises ne parviennent pas à rentabiliser leur CAC avec la première vente client. Donc ça, il faut vraiment que ça rentre dans votre stratégie. Ne pas attendre une rentabilité directe. Mettez dans votre roadmap stratégique d'acquisition le fait que la rentabilité d'un nouveau client va intervenir au bout de la deuxième, troisième, voire quatrième vente en fonction de vos produits et de vos marges. Le ratio, on parle de 3. C'est le ratio idéal pour une croissance saine et durable. 67% de croissance, donc les dépenses chez les clients fidélisés par rapport aux nouveaux clients. Donc un client évidemment chez vous qui achète chez vous, qui a une bonne expérience d'achat et qui a une bonne expérience de marketing automation, on va le voir juste après avec Alex, ça va vous permettre d'aller chercher votre croissance. Pour maximiser la LTV, les entreprises doivent investir dans des stratégies qui favorisent la fidélisation, l'augmentation du panier moyen et la fréquence d'achat. C'est vraiment ces leviers qu'il faut activer dans votre croissance. Le marketing automation, comme je l'ai dit, vous l'avez compris dans mon introduction, c'est vraiment un pilier à intégrer votre stratégie d'acquisition. Ne pensez plus, je mets 1 € chez Google Ads, je vais gagner 10 € le jour même. Ou même sur Meta. D'accord? Ça, on a connu, on a vu beaucoup de vidéos, on a eu beaucoup d'expériences, on a eu une vague de dropshipping aussi qui a donné un élan de simplicité, de rentabilité, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Il faut vraiment intégrer ça d'une façon différente dans votre perception du business. Personnalisation à grande échelle sans augmentation proportionnelle des ressources. Vous allez voir avec la démonstration d'Alex juste après, la puissance du marketing automation. Encore une fois, évidemment, il faut qu'il soit bien setup, il faut que ce soit une stratégie au global. L'optimisation du parcours client à chaque étape du tunnel. À chaque étape du tunnel, c'est vraiment important. On ne peut pas privilégier une page, une étape par rapport à une autre. Il faut toutes les travailler. C'est ce que moi j'ai aussi bien avancé dans ma certification en CRO, c'est comment on va chercher des points de conversion à chaque étape de transition. Transition, c'est-à-dire je passe d'un moment où je suis sur une fiche produit à la mise au panier. Ok, j'ai quel taux de conversion à ce moment-là? De ma mise au panier, combien vont voir le panier et combien passe dans le tunnel d'achat? Begin checkout, j'ai quel pourcentage? Et ainsi de suite. Et à chaque étape, je vais essayer de travailler mon point de transition pour augmenter les conversions jusqu'à l'achat final. La réactivité immédiate au comportement des utilisateurs. Voilà, on va être dans l'hyper-personnalisation avec une touche émotionnelle dedans, d'où le titre un peu du webinaire. Et ça permet aussi une analyse précise des performances et itération continue.
Est-ce qu'Alex, toi, ça te parle déjà par rapport à cette introduction? Moi, c'est mon côté plutôt acquisition quand j'accompagne mes clients. Est-ce que toi, tu as ces retours-là par rapport à tes clients aussi qui vont intégrer du marketing automation dans leur stratégie? Absolument, nous chez Probance, effectivement, on essaye de faire passer le message que tu viens d'évoquer. Faire de l'acquisition, c'est bien, on en a tous besoin, enfin tous les e-commerçants vont en avoir besoin pour survivre. Mais effectivement, c'est pas forcément tout de suite rentable dans la durée où il y a sûrement des clients, qui repassent par des canaux payants alors qu'en fait vous les avez déjà transformés une première fois, vous les avez déjà achetés une première fois. Donc effectivement, sans automation, l'acquisition peut être peut-être pas une perte sèche, mais en tout cas une déperdition de ROI, assez élevée. Donc la première question, alors on va répondre à tout un tas de questions. Quelle est la stratégie? On verra tout à l'heure quels sont les scénarios d'automation qu'il faut mettre en place, au-delà de la simple relance panier dont on parlait tout à l'heure. Mais surtout, comment je peux personnaliser le contenu pour aller chercher, on parlait d'émotion tout à l'heure, plus de transformation au final. Donc il y a pas mal de questions souvent que les commerçants qui sont pour la plupart de ceux avec lesquels je parle moi tous les jours et qui sont les clients qu'on accompagne la plupart du temps chez Provence sont des PME. Donc c'est des gens qui ont soit pas forcément les idées ou les compétences, qui n'ont pas été formés sur ces sujets, ou alors ils n'ont tout simplement pas les ressources, pas le temps d'aller mettre en place des stratégies très, très, avancées et encore moins d'aller jouer sur ce côté émotionnel, et ce côté personnalisation. Hem, on se pose tous, je pense qu'on s'est tous demandé au moins une fois, on parle souvent on parle d'émotions là à l'instant, donc je montrerai marketingement comment on peut aller, trigger ces émotions, aller les chercher pour Mhm. aller chercher de la performance. Mais voilà, les émotions, on se demande toujours un peu pourquoi est-ce que, je sais pas, on est dans une attraction, dans un parc, d'attractions européen, on crie alors qu'on sait très bien on est relativement, bah, en sécurité, que tout ça c'est cadré. On se pose la même question sur les films d'épouvante aussi parfois. Mais c'est qu'en fait, parfois on est vachement illogique finalement. Nos comportements sont déclenchés par des émotions qui sont parfois très primaires. Ça fonctionne évidemment aussi en marketing et évidemment en marketing automation. Alors on va beaucoup parler des canaux, on parlera beaucoup d'emails là pendant le webinaire. C'est quand même le canal aujourd'hui d'automation et d'utilisation qui est quand même le plus rentable. J'ai eu plusieurs fois des e-commerçants en visio qui me disaient que l'email c'était un peu mort, que les gens ouvraient plus trop leurs mails, qu'ils étaient Mhm. sursollicités et il y a une partie qui est vraie, hein. Faut savoir que alors selon les études que vous allez regarder et comment vous allez regarder, ces études-là, il y a à peu près la moitié du trafic email mondial, c'est quand même du spam aujourd'hui, à la fois du phishing ou des emails qui sont en tout cas non désirés. Bon, bah, quand moi je suis un annonceur, e-commerçant ou autre, que je veux communiquer avec ma base, opt-in, RGPD, inscrit newsletter, et que je vais réussir à trouver mon trou de souris parmi l'ensemble et la masse de campagnes que chacun de mes contacts va recevoir, légitime ou pas. Ah bah, aujourd'hui, faire de la newsletter, la même pour tout le monde, au même rythme, avec le même contenu, heu, ça va fonctionner, mais vous allez voir que les performances vont baisser très, Mhm. très vite. Donc il faut aller beaucoup plus loin que juste faire de la campagne massive et on verra pendant le webinaire aussi, on parlait d'IA au tout démarrage, bah, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à aller justement capter beaucoup plus l'attention des clients, aller chercher un deuxième objectif marketing aussi qui est la mémorisation, marquer les clients, et puis in fine, à amener jusqu'à la décision idéalement d'achat puisqu'on parle quand même beaucoup de transactions Ouais, d'e-commerce. bien Et sûr. surtout, là vous avez toute une série de questions qui s'affichent, sur cette slide-là, mais en fait c'est surtout comment je le fais quand je suis une PME au final? Si j'ai, une cinquantaine de personnes à la data ou dans mon service marketing, on va pouvoir se dire assez facilement, tous les grands groupes, les grandes marques, ça fait des années qu'ils font de l'automation, ça fait des années qu'ils adressent ces sujets de personnalisation. Mais en fait aujourd'hui l'ultra personnalisation, elle est accessible même à des petits e-commerçants, des PME qui ne sont pas forcément des milliers et des cents dans les équipes. Ouais, complètement. Donc voilà, le gros sujet, ça va être celui qui vient de s'afficher, c'est l'hyper personnalisation en fait, grâce à de l'intelligence, grâce à de l'automatisation. On a déjà évoqué quelques contraintes qui s'affichent ici. Quand on est une petite boîte, mais souvent, soit il y a des contraintes organisationnelles. J'ai pas les équipes pour ou j'ai les équipes, mais elles font un peu moi, je parle beaucoup, je vous disais avec beaucoup d'e-commerçants qui sont un peu des couteaux suisses. Il y a celui qui va faire le mailing, mais ça va être la même personne qui va faire, le SEO ou qui va travailler avec l'agence SEO pour les stratégies, les mises en place, le ads, le payant, les mises en ligne de produits. Donc le temps va manquer la plupart du temps. Mhm. Ça peut être aussi des contraintes opérationnelles, qu'on peut avoir. J'ai un outil de marketing, j'ai un outil d'email, j'ai une plateforme de newsletter et je vends, tout un tas de produits dans plein de catégories différentes sur mon site. Donc ça veut dire que derrière, j'ai plein de segments de clients, en fait. Les clients vont être différents. Donc si je veux aller les adresser correctement, bah, il faudrait limite que je fasse, une newsletter par segment et que j'envoie au bon moment et cetera. Ce qui va, bah,
je fais référence à la contrainte précédente, manque de temps, je vais avoir du mal à faire peut-être 10 newsletters par semaine sur mes 10 segments différents. Et les gens vont souvent revenir au basique, c'est-à-dire je vais faire la même newsletter à tout le monde et quand j'aurai le temps, je vais commencer à segmenter à la main. Et la dernière contrainte, ça va être la contrainte technique. Les outils sont tous très capables aujourd'hui de faire de l'automation assez personnalisé, mais en fait sans accompagnement ou sans compétences internes au sein de votre structure, vous allez en fait plafonner sur des contraintes techniques de temps. Ça va être des mois de mise en place, voire des coûts additionnels. Alors ça peut être des coûts cachés. Si je passe 6 ou 12 mois sur une stratégie d'automation, c'était Brevo, tu parlais de Brevo tout à l'heure, qui Mhm. évoquait il y avait un planning qu'on pourrait éventuellement partager après le webinaire, mais qui était voilà, le temps de mise en place d'une stratégie d'automation, je crois que ça s'est étalé sur 6 ou 8 mois. Si vous le faites en interne, bon, c'est du temps de salaire, c'est du temps, c'est du ROI qui est perdu, ou si vous le faites avec de l'externalisation, bah, il y a des coûts de développement additionnels qui vont se mettre en place. Ouais, Au-delà du temps de carrément. mise en place qui va être long. Donc ce Ouais. casse-tête, on va regarder tout à l'heure aujourd'hui comment l'IA peut nous aider à trouver notre chemin sans pour autant aller affecter trop les coûts. Avant de démarrer notamment sur la partie de qu'est-ce stratégie à mettre en place et dans le détail de comment nous, notamment chez Probanche, l'approche qu'on va avoir sur l'automation, notamment sur la partie intelligence artificielle et hyper personnalisation. Je voulais faire un état des lieux assez rapide. Ça, c'est le dernier baromètre qu'on a publié là chez Probanche sur les performances globales de l'emailing. Alors vous avez beaucoup de contexte quand même e-commerce ici. On va travailler avec des clients qui ne sont pas forcément e-commerce dans le média, etc. Mais la moitié de nos clients sont quand même des e-commerçants qui vont être sur PrestaShop, des Magento, des Shopify. Donc vous avez dans le tableau de gauche, on regardera dans le détail, chacun regardera son secteur d'activité, Mhm. les taux d'ouverture et les taux de clic. Au global, chez Provence, les performances de l'email sont quand même assez bonnes. On voit que c'est un canal quand même qui marche. Taux d'ouverture supérieur à 40%, taux de clic supérieur à Ouais, c'est 6%, super ça bon. reste des très bonnes stats. Il faut quand même prendre avec des pincettes le taux d'open. On rentrera pas dans le détail, mais il y a eu des changements technologiques là récemment, notamment chez Apple et Google pour les derniers Gmail, qui Mhm. faussent globalement vos taux d'open. Donc c'est quand même un KPI à prendre avec des pincettes. Le taux d'open, il reste pertinent, mais nous on a tendance à dire à nos clients, le taux de clic va rester l'un des KPI les plus parlants et les plus efficaces Ouais. quand on va analyser la performance. Ok. Euh, Je voulais aussi évoquer cette petite étude sur laquelle je suis tombé, là, c'est Salesforce, qui est bon, j'imagine que beaucoup de gens connaissent Salesforce, qui est un éditeur de logiciels assez gros, américain. Ils ont une partie de leurs logiciels qui sont dédiés à l'emailing. Ils ont d'ailleurs une solution d'automation propre, qui est très orientée grand groupe quand même, grosses entreprises, qui va être très chère à mise en place et qui va justement être très complexe. Mais ils ont effectivement publié cette étude, donc vous aurez accès à la source. Globalement, ça va être qu'est-ce qu'attendent les clients des marques aujourd'hui? On est en 2025. On l'a dit tout à l'heure, faire du massif, faire du générique, ça va moins marcher. Et plus les années vont passer, moins ça risque de fonctionner. Et globalement, quand on demande directement aux consommateurs, en fait, ils disent: «Moi, j'attends en fait une meilleure expérience client, j'attends que les marques, elles s'adressent à moi, quasiment individuellement». Alors on a plusieurs, sûrement typologies de participants dans le webinaire aujourd'hui. Il y a sûrement des e-commerçants qui ont des bases de données parfois en volume très différentes. Chez Provence d'ailleurs, on bosse avec des PME qui vont avoir 5-10 000 personnes en base de données contactables. Il va y en avoir ça va se compter en 50 000, 100 000, plusieurs centaines de milliers parfois. Bon, la question à se poser, c'est comment vous adressez 100 000 personnes individuellement. Mais vous avez la même question quand vous avez 5 ou 10 000 personnes dans votre base de données. Vous ne Mhm. pouvez pas vous permettre de faire une campagne par personne, une campagne par typologie de client, par manque de temps. N'empêche que les gens, bah, c'est ce qu'ils attendent derrière. Ils attendent une expérience d'achat. Et d'ailleurs, le KPI de droite est assez parlant, je trouve, parce qu'une énorme majorité des gens Mhm. disent l'expérience en fait que je vais avoir auprès de la marque. Là, on va parler d'e-commerce en ligne en plus, où c'est assez difficile de personnaliser. On n'est pas dans un magasin où vous avez un vendeur qui peut adapter son discours, rajouter de l'humain. Il y avait l'une des questions de tout début du webinaire, c'était comment je fais pour humaniser des campagnes mailing, des campagnes digitales, qui en plus sont automatiques. Bon, bah, il y a plusieurs réponses, on y répondra tout à l'heure, mais les gens attendent ça. Ils attendent que l'expérience soit quasiment aussi bonne en fait que le produit ou le service qui va être proposé par l'entreprise qui va être Mhm. payé. Ouais. Une Et le petite KPI parenthèse, d'après, oui, je me permets, Alexandre, quand je dis on parle de l'expérience d'achat, il faut bien aussi réfléchir à tout le parcours, c'est-à-dire de la première visite, de la première page d'une fiche yes. produit, par exemple, mais jusqu'à la livraison. D'accord? Ça, c'est très important. L'expérience, elle est vraiment du début jusqu'à la fin. Et j'irais même rajouter jusqu'à la livraison et en fait le post-livraison aussi, le post-achat va être super important pour fidéliser. Exact. Parce que même si je suis super satisfait du produit qui m'a été livré aujourd'hui, comment vous faites pour me faire revenir?
Et ben, à nouveau, Oui, il faut personnaliser le parcours qui va suivre parce que sinon, si vous prenez pas contact avec le client ou si vous prenez contact avec lui de manière hyper générique, bah, vous détruisez de la valeur. Le client a une super expérience, vous revenez vers lui avec une expérience d'achat qui est moyenne par rapport à l'expérience précédente, ça va affecter directement, bah, le taux de returning, les taux de transformation sur tout ce qui va suivre la première commande. carrément. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, je pense que cette stat, c'est tiré de la même étude, de Salesforce, mais bah, la majorité des gens, ils ont quand même l'impression que les marques aujourd'hui les traitent comme des numéros. Là, je trouve qu'on a un exemple typique de: j'ai 10 000 adresses mail dans ma base de données. Si je leur envoie la même chose, bah, en fait, j'envoie, c'est pas des numéros, c'est des emails, mais peu importe, c'est les gens sont juste des entités numériques. Et Ouais, quand je vais parler de complètement. personnalisation tout à l'heure, mettre le prénom dans l'email aujourd'hui via une petite balise, c'est une bonne pratique, mais on est en 2025. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, ça se voit un peu, c'est gros comme une maison quand même, la personnalisation des petites balises dans les emails. Donc on va voir comment, chez Provence, nous en tout cas, on a intégré l'IA à différents endroits pour pouvoir personnaliser chacun des parcours d'achat. Petit rappel aussi déjà des stratégies automation à mettre en place. On va avoir plusieurs catégories de scénarios automation. Le premier qui vient de s'afficher ici, c'est les scénarios qui vont avoir pour vocation de faire du chiffre d'affaires, aller chercher du retour sur investissement. Donc vous allez retrouver les scénarios de visite, le panier abandonné en fait partie, et cetera. Vous allez remarquer, alors je ne vais pas définir chacun des scénarios, mais s'il y a besoin, on pourra éventuellement faire un point, spécifique pour, rentrer dans le détail de chacun de ces scénarios d'automation. Mais si vous lisez la définition de chacun des scénarios ici, je vais prendre l'exemple du resell des consommables qui est tout en bas à gauche, qui fait partie de la première famille de trigger automation. Hem, comment j'injecte de l'intelligence dedans? Resell des consommables, ça va parler à tous les gens qui vendent de la cosméto, du complément alimentaire, des produits avec du rachat fréquent. Et ben, on peut ajouter de l'intelligence en disant: «Mais à quel moment, je renvoie un produit pour que le client vienne repasser sa commande sur le produit qu'il a l'habitude d'acheter chez moi?» Si vous avez 10 produits sur votre site, c'est assez facile, les délais de rachat, vous les connaissez, votre catalogue évolue très peu, vous pouvez définir ce délai de rachat à la main et se dire: «Bah, lui, je le renvoie au bout de 10 jours, lui au bout de 30, et cetera». Quand vous commencez à avoir des centaines et des milliers de produits, vous vous rendez bien compte que, c'est exponentiel, que même si vous y passiez des mois, en fait, est-ce que ce serait réellement pertinent? Donc on est obligé d'injecter de l'intelligence ici pour calculer les délais de rachat. La deuxième famille, effectivement, qui est dans la deuxième catégorie en violet qui vient de s'afficher, c'est plutôt les scénarios relationnels. Donc là, on va parler de CLV justement, Ludo, la thématique que tu Mmh. abordais au début. Ça va être des scénarios qui vont faire du chiffre, mais c'est pas les principaux. L'objectif principal de ces scénarios-là, ça va être de maintenir la relation dans la durée de manière personnalisée. Dans la troisième famille de scénarios, c'est les scénarios, moi j'appelle souvent les scénarios gain de temps et gain de pertinence. Si vous êtes e-commerçant, vous savez que, il va falloir communiquer quand vous avez des OP, des promos, des baisses de prix. Il va falloir communiquer quand vous rentrez, vous publiez des nouveaux produits sur votre site, des nouvelles gammes, des nouvelles collections, peu importe votre business et votre secteur d'activité. Sur la majorité d'entre vous font sûrement des newsletters, quand ils veulent communiquer. Ça veut dire parfois beaucoup de newsletters à faire pendant l'année, parce que si j'ai beaucoup de nouveautés, beaucoup de promos, bah, c'est de la perte de temps, c'est beaucoup de campagnes manuelles et surtout, beh, à nouveau, on en revient au si j'envoie mes newsletters à tout le monde avec la même nouveauté à tout le monde, bah, je perds en pertinence, je personnalise rien du tout, en fait. Ça affecte directement le ROI de la campagne. Donc on a des scénarios qui vont être dédiés sur la présentation automatique de ces nouveautés ou de ces baisses de prix ou même des alertes stock. Mais surtout, on le verra juste après, on rentrera un peu plus dans le détail de comment je fais pour vous envoyer à chacun d'entre vous la bonne offre sur la bonne promo ou au contraire sur la bonne nouveauté qui va, je pense, vous intéresser. L'intelligence artificielle va à nouveau être un levier pour aller beaucoup plus loin et surtout gagner du temps, pas avoir à faire l'analyse à la main. Et le dernier scénario, alors celui-là, il est pas mal pour les petites PME, c'est la partie newsletter automatique qui vient effectivement de s'afficher, dans lequel on va pouvoir automatiquement pousser du contenu intelligent en fonction de la saison, en fonction du client, et cetera, qui va recevoir l'email. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Certains d'entre vous Top, connaîtront certainement ces scénarios-là, mais ça me paraissait intéressant de remettre les bases sur demain, j'active l'automation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? complètement. Hem, on va commencer à introduire là la partie intelligence artificielle. Nous, chez Provence, ça fait une quinzaine d'années qu'on a développé un logiciel d'emailing qui permet de faire de la newsletter, qui permet de faire de l'automation. Mais notre cœur de métier, en fait, à l'origine, c'est on a une société très data. Donc aujourd'hui, on va mettre au cœur de chaque, campagne automation, la notion de recommandation produit. Première notion d'hyper-personnalisation. Je ne vais pas vous résumer tous les KPI qui s'affichent à l'écran, mais pour moi, le plus parlant, c'est celui du milieu. Le fait de recommander et d'être capable, au sein d'une campagne mailing,
qu'elle soit manuelle, newsletter ou qu'elle soit automation, de pousser du contenu dynamique, donc du contenu produit, et d'être capable que ce contenu dynamique s'adapte à chaque client parce qu'on a un moteur de recommandation produit, c'est un algorithme qui tourne et qui va être capable d'identifier pour chacun des cas, pour chacune des situations qu'on va avoir, quels sont les produits que je vais recommander à chacun des clients. Bah, les taux de clic, je vous parlais des taux d'open tout à l'heure, le taux de clic va pouvoir augmenter de 35 lorsque je personnalise le contenu du mail à chacun de mes clients. Donc on voit, on a un premier levier ici de performance qui est la personnalisation produit. Ici, on a plusieurs exemples un petit peu de comment je fais pour personnaliser et surtout, quelles sont les informations en fait qui vont être nécessaires de récolter pour pouvoir personnaliser. Parce que je pense que, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas envie forcément d'aller extraire leur base de données, vérifier tous les construire leur profil client en fait à la main. Ça va demander un énorme travail si vous le faites à la main de, traiter la donnée, heu, identifier les profils, créer les listes de contacts, les fameux segments pour après pouvoir segmenter les newsletters ou vos différentes campagnes. En fait, il faut partir du principe qu'en tant qu'e-commerçant, vous avez toutes les datas disponibles dans votre base de données aujourd'hui pour pouvoir identifier les produits. Vous avez même pas besoin de demander les préférences de chacun de vos contacts, de chacun de vos clients inscrits. Heu, on a les achats historiques sur un site e-commerce, on récupère des visites, on sait ce qu'ils mettent au panier, on sait quand ils achètent, on sait quelle catégorie ils achètent ou ils visitent, quelles sous-catégories, quels univers, quelles marques, quelles sont, si on va prendre l'exemple du secteur de la mode, les tailles favorites, bah, moi voilà, je mets du M en haut, sur mon pantalon, c'est du taille 40. Bon, bah, comment je vais pouvoir adresser en fait, j'ai toutes les données en base de données, j'ai absolument pas besoin, moi en tant qu'e-commerçant, d'aller faire une étude préalable avant de commencer à développer de l'automation. L'idée derrière, c'est de pouvoir automatiser cette segmentation-là, au préalable, en exploitant la donnée quand même qui existe sur le site web, dans les bases de données, pour pouvoir derrière pousser du contenu dynamique à chaque client. Et on va voir plusieurs exemples juste après, Ludo, sur le slide d'après, Ouais. Mmh. on a plusieurs comportements ici. Alors là, on va parler d'un premier trigger, d'un premier scénario que tout le monde connaît, hein, panier abandonné. Donc on prend à gauche, on a une prospect pour le coup qui s'est inscrite sur un site Emma, elle visite des catégories, on l'a tous fait, on se balade sur une catégorie qui est notre catégorie un peu principale d'intérêt. Je cherche un canapé, je vais regarder de différentes références de canapés, je vais finir par en mettre un au panier. Puis après on est tous pareils, on vient naviguer sur les autres catégories, on le savoir, puis Emma est comme beaucoup de gens interrompue au milieu de sa navigation, elle sort du site et puis finalement elle laisse son panier abandonné. Donc parcours assez classique que je pense que tout le monde connaît en permanence, on a tous des paniers abandonnés tous les jours sur un site web. Vous lui relancez un panier abandonné. Premier scénario auquel on pense. Mais comment je vais pouvoir faire que ce scénario de panier abandonné apporte de la valeur à Emma et soit personnalisé? Donc l'idée, c'est de lui pousser le contenu du panier, ce qu'on voit dans le petit téléphone du milieu, hein: «Emma, ton canapé est dispo, petit click to action, reviens le racheter». Ça va être le b.a-ba. Mais après on pourrait se dire: «Bah, je vais mettre un encart produit en dessous, là, dans le carlier, dans le petit encart quelle recommandation». Il y a beaucoup de solutions assez simples pour commencer à aller vers un levier de recommandation, c'est de se dire: «Bah, moi je suis e-commerçant, je connais les produits que je vends le mieux, qui sont mes produits les plus performants, ou je connais mes saisons, donc je vais tout simplement dans tous les emails de relance panier mettre un petit encart produit avec mes meilleures ventes». Donc c'est moi qui à la main vais sélectionner les 2, 3, 4 produits que je vais pouvoir mettre. Il y a beaucoup de solutions qui permettent de faire ça et c'est déjà, un premier levier. Vous poussez les produits tendances, ça va faire du clic. Mais on se rend bien compte qu'ici on n'est pas en train d'adresser la problématique, d'Emma. On va lui recommander des plantes qui sont les best-sellers, qui sont en l'occurrence les produits qu'elle a visités dans la dernière catégorie, donc pourquoi pas. Donc Provence, on va essayer de regarder au préalable, on a un algo qui vient étudier qu'est-ce qu'Emma a mis dans son panier initialement? Qu'est-ce qu'elle a visité? C'était quoi son intention d'achat primaire? Et quels produits je peux lui recommander dans le même univers? Donc notamment, on a un algorithme automatiquement qui va aller pousser les produits de substitution dans la même catégorie que celle du panier. Mmh. Ça, c'est un premier. Donc on voit qu'on a en fait autant de cas de paniers abandonnés qu'il y a de paniers abandonnés. Si vous avez 10 000 paniers sur votre site, il faut envoyer 10 000 emails différents. Vous ne pouvez pas vous contenter d'envoyer les best-sellers. Deuxième exemple ici, on est sur un autre parcours d'achat client qui lui va même pas rentrer dans le tunnel, quasiment d'acquisition. En fait, alors on parle d'un client identifié, hein, qui a un compte chez vous, hein, qui a le droit d'être, contacté par email, du point de vue, légal, RGPD. Donc on a Théo qui se balade sur le même site, madeco.com, Cléma, sauf que lui, il va a priori d'abord aller consulter la catégorie des canapés, puis pareil, il va aller regarder d'autres catégories du produit, puis finalement il va finir par quitter le site. On a un scénario, je vous disais tout à l'heure, dans la liste des scénarios qui transforment, c'est la relance de visite. Bon, la question à se poser, c'est: «Je lui relance quoi à Théo?» Certaines solutions vous permettent de dire, bah, on pourrait se dire, si tu devis que tu fais afficher
la recommandation Mmh. hypothétique, c'est de se dire: «Bah, je prends les 3-4 derniers produits qu'il a vus, Théo, et puis je le repousse dans un email». Ça, c'est pareil, c'est un premier levier, ça va fonctionner effectivement, mais en l'occurrence, vous êtes quand même en train de pousser à Théo le produit qui lui a fait quitter votre site web Mmh. et qui en plus n'était pas sa vocation d'achat primaire. Comment on va injecter de l'intelligence là-dedans? Nous, on va retracer tout le parcours d'achat client sur le site web, toutes ses visites. L'algorithme, il va déterminer, mais Théo, au final, c'était quoi la catégorie qu'il a le plus visité sur le site web? Et c'était quoi la catégorie principale qu'il a visitée sur le site web lorsqu'il est venu? Pour les détecter et essayer de tirer une conséquence sur son appétence initiale d'achat. Et donc, je vais lui faire des recommandations produits adaptées à la catégorie la plus visitée, notamment, et éviter de lui pousser des produits trop génériques. Il y a un troisième cas, après, j'arrêterai avec les cas de scénario automation, mais l'idée, c'est du post-achat. On parlait de fidélisation tout à l'heure, de lui que tu l'as très bien dit, j'achète une première fois. Là, on a le cas d'Emma, elle a acheté son panier, elle a fini par valider son panier abandonné. Donc, elle a été livrée sur son canapé, elle a une super expérience d'achat de la première visite et de l'inscription sur le site jusqu'à la livraison. Bah, si je m'arrête là, j'ai fait la moitié du boulot. Emma est certainement rentable parce qu'un canapé, on sait que ça vaut cher, les marges peuvent se permettre de couvrir peut-être le coût d'acquisition initial dont on parlait initialement lors du démarrage du webinaire. Parcours post-achat, ça va être l'un des scénarios qu'il va falloir mettre en place. Nous, chez Provence, on a l'habitude de l'appeler le cross-selling parce que le but, c'est de faire justement de la vente additionnelle, de refaire venir Emma acheter. À nouveau, quelles recommandations on peut se poser? Les meilleures ventes du site vont être une solution, mais une solution qui malheureusement va avoir ses limites. Vous pousserez les mêmes produits à tout le monde. Et donc post-achat, bah, il y a un risque, c'est de pousser les produits qu'Emma a déjà achetés, des produits qu'elle connaît déjà, voire des produits qui ne l'intéressent pas du tout. Donc là, on a un nouvel algorithme qui va pouvoir dire, bah, moi, en fait, l'intelligence artificielle, elle est capable de détecter dans votre base de données tous les produits cross-selling, donc les ventes liées. Il est capable de faire des liens entre les catégories, entre les produits, et dire, mais Emma, tu as acheté le canapé A, moi, je te recommande d'aller acheter les produits complémentaires B, C et D dans la base de données. Parce que l'algorithme, il le sait que dans votre base de données, B, C et D sont achetés avec le produit initial. Et à nouveau, sans analyse automatique de données là-dessus, c'est quasiment infaisable à la main parce que vous avez autant de cas que d'achats. Donc on voit comment la recommandation produit va pouvoir répondre à l'un des premiers items de l'hyper-personnalisation ici et va permettre d'augmenter les taux de clics et forcément la transformation derrière. Super. Deuxième brique de l'IA, on va pouvoir se poser la question aussi de, une fois que j'ai adressé le contenu produit, comment je peux dynamiser un peu mon contenu texte finalement dans les différentes campagnes que je vais envoyer, que ce soit mes newsletters ou mes automations. Bah, là, à nouveau, l'IA peut être un sujet, 1 pour le gain de temps et 2 pour gagner en pertinence, renouveler un peu vos contenus. Heu, Servez-vous de l'IA pour générer du contenu, adapter, vous renouveler. Quand chez Provence, on a développé ce petit moteur de génération de texte où vous avez juste à lui faire le prompt au démarrage, choisir un peu l'objectif de la campagne, l'objectif du texte, le ton que vous souhaitez utiliser et hop, le texte va vous générer plusieurs, propositions et l'une des propositions va s'afficher, juste après. Après, il me suffirait juste de, retaper le texte de la campagne et au moins je gagne du temps, je peux me réinventer et puis j'ai pas besoin aussi, moi j'ai beaucoup d'e-commerçants qui me posent la ques enfin qui me posent la question, qui m'évoquent parfois que, ben, au bout de 5-10 ans d'e-commerce et de 5-10 ans de newsletter, ils ont du mal à se réinventer aussi. Ils envoient un peu toujours les mêmes choses au-delà des campagnes classiques des événements de l'année, Black Friday, la fête des mères, Noël. Bah, qu'est-ce qu'on a à dire aux clients au final, entre ces 2 périodes-là? Et comment je me renouvelle d'une année sur l'autre et comment je peux maintenir mes clients actifs? Augmenter la customer lifetime value en achat, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de ne pas avoir trop de taux de désabonnement sur les emails et pour ça, il faut personnaliser, il faut se renouveler. L'intelligence artificielle générative dans ce cas-là, on ne parle plus de recommandations de produits, va pouvoir aussi être un levier, hem, de transformation et d'amélioration des performances sur les campagnes. Ouais, ça, c'est super puissant parce que c'est vrai que dans des habitudes, souvent de e-commerçants, ils regardent beaucoup la concurrence pour trouver des idées créatives, pour réinventer un peu ce qu'ils ont vu. Mais du coup, là, tu gagnes un temps monstrueux avec un outil d'IA générative, hein. Absolument, et ceux qui sont aujourd'hui pas équipés forcément d'une plateforme qui permette de le faire, bon, vous avez aujourd'hui tout un tas d'IA génératives qui peuvent permettre de le faire, ChatGPT, on a beaucoup de clients avant de nous connaître qui utilisaient ChatGPT pour renouveler leur contenu et c'est déjà un premier levier et j'incite tout le monde à vraiment, le systématiser. Hem, Maintenant, on a parlé de contenu, on va parler maintenant de segmentation automatique et de comment je fais pour à nouveau aller encore un degré plus loin
quand je vais parler de personnaliser le contenu de la même campagne. On a personnalisé les produits, on a personnalisé, le contenu texte, l'approche ou l'objet de l'email, tout ce qui va être textuel et comment je peux faire éventuellement varier d'autres éléments de ma campagne, en fonction des cas. Là, je voulais vous mettre en avant un cas assez classique qui parlera sûrement à beaucoup de monde, c'est, l'idée de pousser du code promo. Je mets alors là, il faut imaginer que le bouton bleu, c'est un bouton de ma campagne qui est au sein de mon template. Après, donc ça va être mon click to action avec un code promotion qui va être en l'occurrence, c'est une balise, donc elle est, générée à faire un code, unique pour chaque client qui va le recevoir. Mais en tant qu'e-commerçant, j'ai pas envie de faire un code promo à tout le monde. Donc, pour éviter de cramer des marges, puis je veux pas faire du code promo inutilement. Donc notamment, je vais pouvoir les faire varier la campagne, en fonction du cas. Ici, on a un cas assez classique de se dire, bah, ce code promo-là, en fait, je ne vais pas le montrer si le contact qui va recevoir la newsletter, qui va l'ouvrir, ou la campagne automation, a déjà acheté sur mon site. Donc, en l'occurrence, si c'est un client, je ne veux pas lui envoyer de code promo à tout va. Ça servirait à rien. Je l'ai déjà transformé une fois ou deux. Bah, au bout d'un moment, je vais arrêter de lui envoyer des marges. J'ai plus forcément besoin d'aller vers de la promotion tout de suite, en tout cas. On verra sur la relance inactive, ça peut avoir un effet. Et donc là, on va avoir la même campagne qui va être envoyée sur deux populations et le contenu va varier, c'est l'algorithme qui va choisir. S'il envoie la version du bouton avec le code à gauche, dans le cas de Ludovic, je t'envoie un code promo parce que tu n'as jamais acheté sur mon site web, tu es un prospect, parce que j'ai la donnée en base de données que tu n'as jamais acheté historiquement. Et en revanche, je vais avoir tous les autres clients qui ont déjà acheté vont recevoir un bouton différent avec, par exemple, un lien de redirection vers la catégorie, un click to action assez classique et plus générique. Autre segmentation automatique à laquelle on peut penser. Tout à l'heure, on est passé un peu vite sur les scénarios d'automation, mais je vous invite à revenir sur la liste tout à l'heure, si jamais les gens revoient le replay, et cetera, ou ont accès à la présentation. On a des scénarios d'alerte nouveauté, je vous parlais. On va tous avoir envie de mettre en avant aussi les nouveautés et les promotions. Mais comment est-ce que je sais quelle campagne pousser à quel client? Bah là, à nouveau, l'IA peut être, un très, très bon canal et un excellent appui. On va prendre 2 cas clients qui s'affichent ici. Le profil client A, c'est celui qui va être typiquement, le client qui adore la nouveauté, qui achète toujours les produits plein pot, qui est pas trop réceptif à tout ce qui est baisse de prix, promo, bonnes affaires. Le cas client B, lui, ça va être le cas effectivement qui n'achète qu'en prix barré, qu'en période de promotion. À nouveau, vous avez toutes les données sur vos sites pour segmenter ces deux profils-là. Celui qui visite que la catégorie bonnes affaires ou la catégorie promo et qui n'a acheté que 2 fois et à chaque fois il a acheté en période de Black Friday ou en période de remise. Ben, on a à nouveau l'intelligence artificielle qui peut nous aider à prendre la bonne décision. Dans le cas du client A, on va avoir Provence va lui envoyer en priorité la campagne des alertes nouveautés. Parce qu'on sait que c'est une campagne sur laquelle il va être réactif. Je vous pousse les 2 dernières nouveautés de la catégorie ski alpin, compétition, parce que je sais que vous allez l'acheter. Dans le cas du profil B, je vais plutôt avoir tendance à lui faire partir l'autre scénario d'automation qui est différent, qui va lui pousser les bonnes affaires, donc les baisses de prix, les packs, et cetera. Et chaque client va pouvoir recevoir des campagnes très différentes. Et moi, en tant qu'e-commerçant, en tant qu'annonceur, c'est pas à moi de faire cette segmentation, de me poser des heures sur la segmentation, de faire 2 campagnes et d'aller sélectionner en base de données la population A, la population B. Ça va se faire tout seul et ça va être alimenté automatiquement par les données et par l'intelligence de l'outil. La dernière question à laquelle on peut se poser, c'est celle-ci, c'est, l'heure d'envoi. C'est quoi le bon moment? C'est quoi le meilleur jour? Souvent les gens d'ailleurs que je rencontre ont peu changé leurs habitudes. Ma newsletter, je l'envoie le vendredi à 18h parce que je l'ai toujours fait et que globalement j'ai la sensation que ça marche. Alors on pourrait parler d'A/B testing aussi là, se dire, est-ce que tu as essayé un autre jour? Est-ce que ta campagne, tu as essayé de lancer, un test avec 2 versions, une partie qui part le vendredi, une autre le samedi, ou une à 18, une à 20h, une le matin, une l'après-midi, et cetera? Sans doute beaucoup d'entre vous ont déjà regardé, fait cette requête sur Google qui s'affiche. C'est quoi en 2025 la bonne heure, pour envoyer une newsletter? Parce que ça évolue, les habitudes des clients évoluent en permanence. Si vous regardez les résultats, il y en a tout un tas, Google, vous allez retrouver, moi je suis tombé sur un article, c'était, Mailjet ou Sarbacane qui disait, c'est du même article, qui répondait à cette question, quelle est la bonne heure? Alors il disait: «C'est bien de le faire le matin, entre 8 et 9h parce que les gens ils sont dans les transports et puis ils ont tendance à regarder leur smartphone, consulter leurs emails, donc peut-être que ça peut déclencher des clics et potentiellement des achats». Sauf que ce même article disait: «Mais vous pouvez aussi essayer le midi,
entre 12 et 14 heures parce que les gens sont disponibles, sont en pause déj, ça peut être une bonne heure aussi. Et puis le soir aussi, avant la fin de journée, c'est pas mal aussi pour la même question du transport, etc. Bon, donc là, à nouveau, sans A/B testing, je ne sais pas. Je vais essayer un coup le matin, un coup le midi, un coup le soir, et puis je vais voir. Et puis il faut avoir le temps de lancer un A/B test aussi, de faire une campagne. La moitié des gens va la recevoir. Allez, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. On va diviser la même newsletter. On va se dire, via un A/B test dans mon outil de marketing, que le premier tiers va le recevoir le matin, le deuxième tiers va le recevoir sur le temps de midi, et le dernier tiers le soir. Le lendemain, vous regardez les performances, il faut analyser, il faut se dire, bah tiens, a priori, le soir, ça prend mieux, j'ai eu plus d'ouverture, ou j'ai eu plus de transformations, plus d'achats qui sont tombés, plus de clics. Bon, on a répondu à une première partie de la question, mais ça reste très manuel, là, ce que je viens d'évoquer. L'A/B testing, il faut le lancer, il faut analyser les performances, il faut le lancer plusieurs fois sur plusieurs newsletters, plusieurs semaines. Bon, comment l'intelligence artificielle, elle peut m'aider ici? Donc sur le slide d'après, on a une première partie de la réponse. C'est l'optimisation de l'heure d'envoi, tout simplement. Il y a des outils qui permettent de le faire. Je crois que Brevo le fait aussi très, très bien. C'est de pouvoir concaténer les heures d'historique habituelles d'ouverture ou de clic d'ailleurs de chaque client. Donc nous, chez Provence, on va à nouveau exploiter la data. Ça va pas être magique, toutes ces notions de recommandation, de personnalisation dynamique, d'intelligence artificielle. Il faut qu'on se base sur quelque chose pour pouvoir déterminer et choisir la bonne décision. Ici, on a des heures d'ouverture, on a des heures de clic, on a les heures de trafic sur un site web, donc on est capable de se dire: «Mais attends, en fait, dans ma base de données de 50 000 personnes, en fait, j'ai 50 000, potentiellement comportements différents lorsque je les contacte». Tout le monde ouvre pas à la même heure, tout le monde clique pas à la même heure, tout le monde achète pas à la même heure et se visite pas mon site à la même heure. J'ai la donnée disponible dans mon outil d'emailing, et ben, je vais, via un algorithme à nouveau, parce qu'à la main, ça va être compliqué de le faire, un algorithme qui va automatiquement déterminer pour chacun de vos contacts, quelle est son heure favorite pour le contacter. Et c'est lui qui va prendre la décision à votre place, de se dire, là on a un exemple très précis, la campagne, elle va partir le 4 juillet. J'ai décidé moi manuellement en tant qu'annonceur qu'elle partira à 18 h. Mais si j'active le petit bouton à droite, tout le monde ne la recevra pas à 18 h. S'il y a un contact qui vient de s'inscrire, moi j'ai pas d'heure d'ouverture. Le contact n'a jamais reçu de newsletter, il est tout nouveau, bah, il la recevra à 18 h parce que c'est moi qui l'ai choisi. Mais en fait, si Ludovic, toi tu as l'habitude de recevoir mes newsletters et tu as l'habitude de les consulter plutôt à 20 h, bah, tu recevras l'email à 20 h. On prend l'exemple d'un autre client qui l'ouvrirait à 22 h le soir, beaucoup plus tard. Il la recevra à 22 h. Et là, on va voir tout de suite l'effet que ça va avoir sur les taux d'ouverture, mais ça les augmente considérablement, vos taux d'ouverture. Qui dit un plus gros taux d'ouverture, dit un plus gros taux de conversion. Et là, on voit à nouveau jusqu'où peut aller la partie intelligence artificielle pour nous aider à prendre des décisions qui, de prime abord, vont être difficiles de déterminer à la main. Et je vous parle même pas de cette histoire-là, effectivement, d'A/B testing, parce que l'A/B testing, effectivement, aujourd'hui, il faut le lancer. S'il y a beaucoup de solutions, c'est très manuel. Vous faites la campagne A, il faut programmer la campagne B, la deuxième version de cette même campagne, décider de l'objectif de l'A/B test. Est-ce que je vais aller chercher de l'ouverture? Est-ce que je vais aller chercher du clic et de la transfo? À nouveau, là, alors nous, je pense, on a automatisé une bonne partie des A/B tests. Il y a pas mal de clients qui commencent à l'utiliser, ça. Où c'est vraiment, vous avez juste à lancer l'A/B test. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire le reporting 24 heures plus tard si c'est de la newsletter, ou 1 ou 2 mois plus tard si c'est de l'automation, pour aller regarder ce qui marche le mieux. C'est l'outil lui-même qui va prendre la décision de si c'est la campagne A ou la campagne B qui va être priorisée pour les futurs envois, parce qu'il va prendre la décision sur les performances qu'on aura obtenues de chacune des campagnes. Là, C'est j'ai un vraiment nouvel appui pour les preneurs de décision et pour les marketeurs qui nous écoutent. yes. Je voulais quand même, avant de passer, avec Ludovic, on voulait aussi vous évoquer un client qui travaille avec Customer Xcom depuis quelques temps et qui travaille maintenant avec Provence depuis pas mal d'années. Vous partagez quelques KPI sur les résultats qu'il a obtenus. Je voulais quand même faire un laïus assez bref sur l'IA. On parle beaucoup de machines là depuis tout à l'heure, des robots qui prennent des décisions à notre place, qui écrivent des messages à notre place, qui envoient des messages à notre place, qui poussent des offres à notre place. Sur le papier, ça paraît génial, mais en fait, il faut quand même une dose d'humain au démarrage. Il faut pouvoir être accompagné. Parce que si vous utilisez un algorithme générique qui a été développé par une tierce partie, et qu'en fait cet algorithme de recommandation produit, si je prends le premier qu'on évoquait, en fait c'est les mêmes règles de recommandation, le même moteur qui va être utilisé pour tous les secteurs d'activité. Moi qui vends des vêtements sur mon site web, on se voit très vite
comment ça va être limité si j'utilise le même algorithme que celui qui va vendre des compléments alimentaires avec une notion d'ultra consommable ou de la cosméto, d'un autre e-commerçant qui lui va vendre des produits vape et cigarettes électroniques avec à nouveau du délai de consommation, peut-être du délai de rachat très court, etc. Donc on se rend bien compte que l'IA, si elle est mal paramétrée, en fait vous allez vous retrouver à faire des choses assez génériques. Donc une dose d'humain est quand même nécessaire au démarrage pour contrôler, pour paramétrer ces différentes règles d'algorithme, pour lui donner une direction, pour que derrière les recommandations soient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pertinentes. Je pense, nous on a une, alors je disais, on est 70 dans l'entreprise. La moitié des personnes sont des gestionnaires de projets, des gens qui accompagnent les clients à la fois dans leur mise en place au démarrage ou qui paramètrent. On paramètre beaucoup pour les clients parce que c'est quand même des petites boîtes pour la plupart. Et derrière, on a aussi toute la partie support et accompagnement dans le temps pour analyser, pour aider à la prise de décision notamment. Donc l'humain va quand même être au cœur de tout ça, hein. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, tout ça va être magique et qu'un moteur, un robot va pouvoir remplacer complètement à la fois l'annonceur, le e-commerçant qui va faire les campagnes et à la fois le logiciel à fond. Ça va être un appui et il va falloir s'appuyer aussi sur du temps de cerveau et de l'humain pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Ouais, complètement. Et petite parenthèse, c'est le concept qu'on appelle Human in the Loop, qui est un concept de base sur le prompting IA, où on pourrait pour mettre du contexte, de l'itération et d'éviter les hallucinations. Ça, c'est des concepts de l'IA prompting. Et ce sera pour tous les outils IA, Alex, tu as entièrement raison. Pour conclure, on voulait vraiment vous mettre en avant, ce petit cas d'étude, qui est un client qu'on connaît très bien, chez 410 et chez Provence aussi, donc Les Passionnés du vin, qui est un site e-commerce, comme son nom l'indique, de vente de vin en ligne. Je vous invite d'ailleurs, s'il y a des amateurs dans le groupe, à aller sur son site web. Ils ont une offre assez large en fait. On va retrouver le cas typique, du client qui va avoir besoin d'hyper-personnalisation. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui aujourd'hui sont certainement des e-commerçants. Il a énormément de catégories sur son site. Il a des centaines et des centaines de produits et surtout c'est des catalogues qui évoluent en permanence. Un catalogue de vin par définition, en fait, il va se renouveler en permanence avec, le nouveau millésime du vin, du vigneron ou du domaine précédent, de l'année précédente, ou alors des référencements de nouveaux vignerons. Donc c'est des catalogues qui vivent énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, il faut communiquer sur ces nouveautés, il faut communiquer éventuellement sur les éventuelles baisses de prix qui peuvent se passer. Alors sur les vignerons, je sais que c'est un peu différent de faire de la baisse de prix, ça peut être parfois un peu touchy. Regarde des vignerons qui parfois contrôlent un petit peu les prix qui sont de leurs bouteilles qui sont vendues. Mais là, on est dans le cas typique, où l'hyper-personnalisation va être nécessaire parce qu'un catalogue de vins et spiritueux d'ailleurs, la plupart du temps sont assez larges. Donc les appétences clients sont hyper diverses. Donc si je personnalise pas, je perds les gens et puis les clients sont sûrement inscrits sur des dizaines de sites de vins. Donc le jour le moment des primeurs, ils reçoivent tous un peu les mêmes offres sur les mêmes primeurs et comment je fais pour que chacun reçoive quelque chose de personnalisé? Donc là, je voudrais juste mettre en avant l'un des KPI qui s'affiche ici et qui va peut-être, surprendre certains qui se contentaient de faire de la relance panier de la newsletter, c'est que les passionnés du vin aujourd'hui génèrent 50 de ses revenus e-commerce avec le canal email. Donc ceux qui disaient que le canal email est mort, ou que la relance panier ça suffit, non, vous avez une perspective de croissance qui est phénoménale sur le canal email aujourd'hui. Ça reste, je vous le disais tout à l'heure, le canal le plus rentable. Et pour faire un petit peu, le point sur, où en est l'état d'avancement de ce projet-là, sur le slide suivant, Ludovic va pouvoir nous afficher un petit peu comment ça fonctionne. On a, activé une dizaine de scénarios. C'est chez ce client-là il y a 3 ans maintenant. Là, vous avez, une petite idée des volumes que chacun des scénarios, alors on a exclu exprès les newsletters, hein. Les newsletters, c'est autre chose. Chacun fait sa newsletter sur Provence, à le volume qu'il souhaite et cetera. Moi, je voulais souligner un point, c'est que vous voyez dans le graphique de Camembert, le scénario qui représente le plus gros volume d'envoi, ça va être le scénario de nouveaux produits dont je vous parlais tout à l'heure. Le scénario de panier abandonné va arriver en réalité qu'en numéro 3. La nouveauté produit, on est dans le cas typique d'un scénario, donc on a l'exemple à gauche, hein, dans le petit téléphone, c'est un scénario de nouveauté produit qui est simulé, où je vous pousse une nouveauté dans votre catégorie favorite avec mon algorithme qui va choisir quelle nouveauté il va vous repousser pour personnaliser le contenu. Ça va aussi se retranscrire ce volume-là dans les volumes de chiffre d'affaires qui est généré. Sur ce projet-là, les passionnés du vin, le scénario de nouveauté produit, c'est le premier scénario en termes de chiffre d'affaires. C'était des newsletters qui avant ils faisaient à la main. Alors, il avait forcément, ils sont pas très nombreux, hein, les passionnés du vin. Nous on travaille, directement avec le co-gérant, ses 2 frères.
dont le métier à la base était, digital, pas trop, puis marketing, encore moins, marketing automation et donc en fait, ils ont gagné du temps sur leur newsletter qu'ils faisaient, les nouveaux arrivages, les nouvelles primeurs, peu importe les nouveaux vignerons qu'on a, parce que c'est automatique et la personnalisation du contenu des nouveautés qui a été poussée a fait que le scénario de nouveautés produits est devenu le principal en termes de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est la relance de visite, qui représente un volume, 2 fois moins élevé si on regarde dans le graphique, en volume, mais en réalité qui génère autant de chiffre d'affaires en euros que le scénario de nouveautés produits et le scénario de panier abandonné n'arrive que troisième. Il est pas très loin derrière en termes de ROI, mais c'est pas le premier scénario en termes de chiffre d'affaires. Donc le côté gain de temps et le côté ROI va être exponentiel sur un projet comme ça. Et juste après, on va avoir quelques d'autres statistiques intéressantes que je voulais mettre en avant. Donc je vous disais, il y a une dizaine de scénarios activés. Une stat que je voudrais vraiment mettre en avant ici, c'est le nombre de campagnes, donc le nombre d'emails en fait que vont recevoir les clients chaque mois. Sur ce projet-là, newsletter et scénario automation compris, d'accord? Donc sur l'ensemble du canal email, les clients ils vont quand même être contactés 9 fois par mois en moyenne par Probance, par les passionnés du vin via Probance. Certains d'entre vous ont certainement quelques notions de délivrabilité, de réputation, de contraintes, de pression, une contrainte de pression assez haute, hein, 9 mails par mois, on commence à devenir assez actif dans la base de données du client. En fait, si on regarde le taux de désinscription, il est vachement, vachement maîtrisé malgré la contrainte de pression donc on va continuer sur ces volumes-là. Taux de désinscription de 0,2 moyen, en moyenne. Et dernière chose, le ROI de ce projet est phénoménal sur le canal marketing automation, donc j'exclus les newsletters, ce client-là, on parle en marge, hein, pas en chiffre d'affaires, va générer quasiment 20 fois plus de chiffre d'affaires que ce que l'email va lui coûter. Je vous parlais de rentabilité tout à l'heure. Là, c'est par A plus B, on voit que c'est extrêmement, extrêmement rentable Ouais, si c'est bien paramétré et que vous êtes bien accompagné au démarrage. Le risque, c'est de ne pas tomber dans le spam. On ne veut pas faire du générique à nouveau. carrément. Voilà, donc on serait ravis de, si jamais il y a besoin de parler de certains projets, donc chez Provence, la plupart des boîtes sont des e-commerçants, je vous disais, et plutôt des PME. Voilà, faut pas avoir trop peur de toutes ces notions de robots, de machine learning, et cetera. À partir du moment où vous allez avoir 5-10 000 personnes en base de données contactables, on va pouvoir avoir un intérêt à aller vers ces notions d'intelligence artificielle et de personnalisation. Ça suffit. Vous avez les volumes suffisants aujourd'hui Ouais. pour segmenter. Donc n'ayez pas peur de vous intéresser à ces sujets-là et de potentiellement vous équiper d'un outil de mail qui va beaucoup plus loin que de la newsletter générique. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Pour les PME, justement, c'est ce type d'outil qui permet, on va dire, d'augmenter nos ressources internes qu'on n'aurait pas face à des gros acteurs qui sont de source, qui ont de la ressource, on va dire, humaine. Absolument, Là, ça permet de revenir un peu à l'équilibre sur ces sujets-là. tout à fait. Eh ben, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci Alex, c'était en tout cas super clair. On va laisser Merci un à peu toi de pour place avoir mené pour la réunion. des... Ouais, j'ai essayé de switcher les slides au bon moment. On va laisser de la place un peu voir s'il y a des questions pour cette fin de presse. Pour info, il y aura le replay qui vous sera envoyé et éventuellement les slides, je pense, je verrai en interne. On a une première question de Franck qui était, alors c'est une très bonne question parce qu'on parle de marketing automation pour des prospects visiteurs non clients. Donc, est-ce qu'ils doivent être absolument inscrits pour pouvoir être rentrés un peu dans l'automatisation? Ouais, si on parle d'automatisation, email ou SMS, on n'a pas parlé forcément des autres canaux de communication, le push en est un. Effectivement, Franck, le RGPD vous impose et nous impose, nous aussi en tant qu'éditeurs, de contacter les clients qui sont inscrits, donc pour lesquels on a un email en base de données, donc qui a créé un compte. Mais pas seulement. Si on est dans le cadre d'un B2C, il faut que le client il ait accepté de recevoir vos communications. Donc c'est le fameux opt-in, le consentement qu'on récupère normalement à l'inscription ou inscription newsletter en footer d'un site. Si on n'a pas ça, c'est compliqué d'aller prendre contact avec le client. B2B, c'est un peu plus différent. Vous pouvez faire de la prospection via email. On a des clients qui font ça avec nous, qui font des shoots sur des grosses bases de données, louer, acheter. Le B2B va nous permettre d'aller plus loin, faire l'automation sans forcément avoir le consentement, mais pour le B2C, le consentement il va être obligatoire. On a quand même un deuxième critère qu'on peut utiliser, qui va quand même nécessiter, Franck, d'avoir un client inscrit, mais c'est d'avoir un acheteur. Je n'ai pas besoin forcément que le client se soit inscrit à la newsletter, donc il est donné son consentement express, puisque le RGPD vous autorise à contacter quand même tous les clients qui vous ont fait un achat dans les 3 dernières années. Alors, il faut faire attention à ce que vous lui envoyez. Vous ne pouvez pas lui envoyer une grosse campagne de Black Friday. Normalement, la campagne est censée être en relation avec son achat initial, hein.
C'est notamment, ça va être génial pour le scénario de cross-selling dont on parlait, puisque le but de ce scénario, c'est de vous pousser un produit complémentaire d'un produit que vous auriez déjà acheté. Donc là, on va pouvoir fidéliser. Mais oui, Donc, client inscrit mmh, et consentement. top. Une autre question intéressante, c'est par rapport à l'IA et je pense le côté human in the loop qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pour la recommandation de produits. Est-ce que c'est à moi de créer les règles, si le client achète ça, proposer ça, et cetera, ou c'est le système qui apprend tout seul, pour définir ses règles? Je vais faire une réponse de Normand, mais ça dépend. Je vous disais tout à l'heure, le but quand même, nous, comment on a l'habitude de le faire, on bosse avec des petites boîtes. Donc on a ces algorithmes, ces règles-là qui sont prédéfinies et qui vont apprendre toutes seules du comportement du client pour prendre la décision de quelle recommandation je vais lui faire. Donc c'est automatique, si on veut le faire. Je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une notion de paramétrage au début, mais qui est quand même gérée par les équipes qui connaissent, des équipes data et data science derrière. Hem, mais il est vrai que parfois, moi j'ai des e-commerçants, j'en ai eu un il y a 2 semaines qui m'a demandé justement, qui m'a dit: «Mais moi je veux pouvoir», c'était dans le secteur de la parapharma, «je veux pouvoir parfois pouvoir recommander, si le client achète la gamme, de la marque A, je veux absolument dans le parcours post-achat lui recommander, la marque B. Et je veux pas que ce soit l'intelligence artificielle qui dise: «Non, non, mais la marque A elle est achetée avec la marque C, je te renvoie la marque C». Elle voulait, absolument Mmh. contrôler les différents cross-selling de gamme. Là, c'est possible aussi. Il nous suffit de définir ça au OK, démarrage et puis, après ça partira tout seul quoi, tout simplement. Donc les 2 réponses sont valables. sont valables, top. Une autre question, en démarrant de zéro, jamais de campagne de fait, il faut compter en moyenne combien de temps pour élaborer une campagne, voir les premiers résultats? Alors ça dépend si on parle de campagne newsletter, Sylvain, ou si vous êtes déjà dans l'optique de dire: «Je fais de la newsletter et je veux mettre à l'automation». Ça dépend de vos ressources aussi. Pour mettre en place un module de relance panier, alors sur un Magento, un PrestaShop, il y a plein de solutions qui existent. Vous téléchargez le module, ça fait du panier abandonné. Ça va pas être très, très intelligent, ça va pas aller très, très loin dans la personnalisation, mais ça va déjà vous permettre de rentrer dans cette logique de relance. En revanche, si vous voulez aller directement vers une stratégie complète d'automation, c'est-à-dire aller déployer tout de suite 5, 10, 15 scénarios d'automation, hem, si vous voulez le faire 100 en interne sans accompagnement externe, je vous disais, c'est potentiellement des mois de mise en place, voire des années. Je vous Ça me permet de vous évoquer un point. Un jour, j'avais discuté avec, un ancien de chez, Nocibé, qui depuis travaille pour une agence web. Il me parlait du scénario de resell. Vous savez, celui qui calcule le délai de consommation du produit. Et quand je lui avais présenté le fait que chez Provence, on utilisait un algo pour définir, le délai de rachat et le délai de consommation de chaque produit qui va être, identifié sur l'e-commerce. Il m'a dit: «Mais ça, c'est génial», parce qu'en fait, chez Nocibé, ce qu'ils avaient fait, alors grosse marque, on reparle d'une boîte avec, les compétences data en interne, des compétences marketing aussi. Ils ont mis 2 ans. Ils ont mis 2 ans à déterminer le délai de rachat de la catégorie. Ils étaient pas arrivés au niveau du produit, parce qu'ils ont des dizaines de milliers de références, donc ils se sont pas amusés. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait à la main. En fait, ils ont pris tous les historiques d'achat par catégorie et ils ont dit: «En moyenne, les gens sur cette catégorie, ils achètent au bout de 30 jours. Donc l'automation, il partira si le client achète un produit de la catégorie au bout de 30 jours». Il a fallu le faire pour toutes les catégories à la main. Potentiellement OK. demain, Franck, si vous passez par l'IA, vous pourriez avoir du délai de rachat par produit. Donc l'IA va pouvoir vous dire, mais pour répondre à votre question, plus vous déployez d'automation, plus vous déployez de template, plus ça va vous prendre du temps. J'allais vous dire, si une newsletter aujourd'hui vous prend 1 à 2 heures de création, vous déployez 10 scénarios. Dans le scénario, il y a généralement 2-3 relances, c'est jamais juste un email, hein. Sur notre panier abandonné, souvent il y a 2-3 relances, de welcome, et cetera. Vous multipliez 2-3 heures par le nombre de scénarios. Chez Provence, généralement, on active entre 25 et 35 campagnes sur les projets. Je vous parle même pas du paramétrage et de vérifier que c'est bien paramétré. Non, on parle de mois et de mois de mise en place, clairement. Mmh. Ouais. Allez, je prends une dernière question parce que ça y est, on est arrivé au bout de l'heure impartie. Plus techno, je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Probance, ça marche sur quel type de techno de site? Magento, PrestaShop ou autre? Alors si on veut parler uniquement du cas Provence, nous on fonctionnerait avec, on a des sites même qui ont été développés sur des CMS, maison, des sites que les gens font en PHP parfois, et cetera. Donc peu importe la plateforme CMS qui est utilisée, mais effectivement, on a développé des connecteurs avec la majorité des CMS qu'on a évoqués là. PrestaShop, WooCommerce, Shopify et Magento sont aujourd'hui couverts par le connecteur. Donc le connecteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va, accélérer fortement la récupération des données à l'initiation du projet. Parce que sans vos données à nouveau, il y a rien qui tourne derrière. Votre algo, Mmh. il est pas paramétré. Mais si vous êtes sur une plateforme maison aussi également, on a pas mal de clients qui du coup nous envoient leurs données tous les jours. Les extractions se font automatiquement et ça n'impacte pas du tout la gestion ou le lancement du projet au début. OK. Bon, bah top.
Eh ben, super. Merci, Alex. Je propose s'il y a d'autres questions. Il y a des questions on peut pas traiter, mais voilà, faut pas hésiter à revenir vers nous. Je vous invite à aller voir le site de Probance. Vous pouvez contacter Alexandre ou passer par nous directement aussi. On ventile les questions. On est partenaire, donc on peut ventiler sans problème. Donc n'hésitez pas. On vous prépare le replay au plus vite. Et pour ceux qui veulent les slides, vous pouvez également nous le demander. C'est bon pour toi, Alexandre? Tu as quelque chose Ouais, à merci, rajouter merci à tout ou le c'est monde. Non, bon? non, bah, je voulais aussi également Super. remercier tous les participants pour les questions. Je sais que Sylvain a été actif, donc n'hésitez pas, Sylvain, à contacter Ludo ou moi derrière pour qu'on creuse cette histoire de temps de campagne. Et puis merci aussi à Ludovic pour l'animation du webinar, à Caroline pour le support aussi l'organisation, et puis au plaisir de rencontrer certains d'entre vous à nouveau plus tard. Super. Merci à tous et à Excellente très journée. vite. Au À revoir. bientôt. Salut Alex.